C'était un choc émotionnel pour nous tous. On avait même les odeurs qui arrivaient, puisque voilà, le nuage de fumée se propageait un peu partout en France, et notamment ici. Puis un camping, c'est une activité professionnelle, certes, mais c'est aussi une histoire. Dans un camping, il y a une création, il y a une histoire qui dure pour certains depuis des décennies, et c'est très triste de voir tout ça réduit à des cendres. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pros d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un rugbyman retraité des terrains depuis 2014. Demi de mêlée surdoué, il a écrit ses lettres de noblesse au Biarritz Olympique et joué 61 fois pour l'équipe de France. Il est désormais le consultant vedette de France Télévisions. Je reçois aujourd'hui Dimitri Ashvili. Bonjour Dimitri. Bonjour Anthony. Comment ça va ? Très bien, en pleine forme. Eh bien, moi, je suis très très content de te recevoir dans Terrain Conquis. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un galactique. Oui, car il y a eu les galactiques du Real Madrid au foot et les galactiques du Biarritz Olympique en rugby, dont tu étais un des fers de lance. Si tu veux bien, je vais tenter de résumer ton parcours sportif qui est lui aussi galactique. Si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22 forcément. Tu es corrézien de naissance et tu es formé à Brive, mais c'est ailleurs que ta carrière professionnelle décolle, pas en France, mais en Angleterre. Du côté de Gloucester, on y reviendra, tu joues une saison chez nos amis british, sous la houlette d'un certain Philippe Saint-André, le temps pour toi de décrocher un titre de champion d'Angleterre. Tu as alors 22 ans, puis tu rentres au Pays Basque d'ailleurs, puisque tu signes au Biarritz Olympique, club avec qui tu vas grandir et connaître la consécration avec 2 titres de champion de France d'affilée en 2005 et en 2006. 2006, année où tu rates d'ailleurs de très peu le doublé avec cette courte défaite en finale de H-Cup contre le Munster de Ronan O'Gara. Tu connais un nouvel échec en finale de Coupe d'Europe 4 ans plus tard contre le Stade Toulousain. Et par contre, en 2012, tu remportes avec le BO la petite Coupe d'Europe face à Toulon. Tu inscris ce jour-là tous les points de ton équipe et ce trophée est le dernier de ta belle carrière puisque tu raccroches les crampons 2 ans plus tard, en 2014, toujours avec Biarritz, dont tu as défendu les couleurs pendant 12 ans. Est-ce qu'on est bon ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on est bien. Sacrée carrière. Et pourtant, les débuts étaient tout sauf linéaires. La seule chose qui était sûre, en fait, c'était que tu allais faire du rugby vu le lien qui existe entre ta famille et ce sport-là. Oui, exactement. C'était, on peut dire que le rugby était dans mes gènes, dans mon ADN, puisque mon père a eu une carrière de rugbyman non pas professionnelle, puisque dans les années 60-70, le rugby n'était pas professionnel. Par contre, il a évolué, il a grandi à Tulle, en Corrèze, où il a commencé sa carrière, et ensuite il est parti à quelques kilomètres à Brive, où il a fait l'ensemble de sa carrière aussi, où il a eu non pas les joies de soulever le bouclier de Brennus, mais il a fait 2 finales qu'il a perdues contre le Grand Béziers. Et voilà, c'est une fierté familiale. Il faisait aussi partie de l'équipe, puisqu'il a eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France, la première équipe qui a décroché le Grand Chelem en 1968. Et puis mon grand-père maternel également a évolué au CA Brive. C'est à Brive, oui. Voilà, dans les années 50 et 60. Donc oui, le rugby est une histoire familiale, je dirais. Les épopées du papa, elles devaient faire rêver le petit garçon que tu étais quand il racontait ses souvenirs de France-Angleterre, de tourner chez les Springboks. Ça devait être forcément... Bien sûr, oui, ça crée encore plus le mythe. Alors, j'ai pas eu la chance ou très peu de le voir évoluer sur le terrain, puisque je suis né en 1980, il a arrêté au début des années 80, mais en tout cas ensuite, lorsque je me suis encore plus intéressé à sa carrière et à l'histoire du rugby en général, j'étais forcément très fier d'avoir eu un papa qui a porté fièrement le maillot de Brive et le maillot de l'équipe de France aussi à plusieurs reprises. Alors c'est un peu comme la force chez les Skywalker dans Star Wars, le rugby il est très puissant dans ta famille et en revanche je crois que ton fils Lucas il est passé du côté obscur du foot. C'est ça, Est-ce que le papa et le grand-père ils ont déjà essayé de le ramener du bon côté ou pas du tout ? Mon père a essayé, oui, son grand-père a essayé, mais on voulait pas non plus brusquer ses choix, on va dire, ou essayer de absolument le faire venir au rugby, qui est le sport familial, tant qu'il est épanoui dans son sport. S'il avait fait du tennis, de la pelote basque ou du surf, on aurait été heureux également qu'il soit épanoui. Moi-même, j'ai évolué au football quand j'étais jeune, de 8 à 12 ans, puisqu'on a eu une parenthèse niçoise. Mon père s'était fait muter à Nice à l'époque. Tous mes copains jouaient au foot, donc naturellement, je suis allé au football à l'OGC Nice d'ailleurs. 4 ans à l'OGC Nice. 4 ans à l'OGC Nice, ouais. Gros club, de un club. 8 à 12 ans, ouais, c'était un club qui évoluait
en D1 à l'époque, qui n'était pas la Ligue 1 mais en D1. T'en as fait te retrouver en Ligue 1 en fait. Non, je pense pas que j'aurais passé le cut. Enfin, on saura jamais, mais ça m'étonnerait. Ça jamais. Quoique il y avait peu de gauchers à l'époque. Oui. Moi, j'avais ma patte gauche, on me mettait sur l'aile gauche, mais il y avait beaucoup plus de concurrence qu'il n'y en a au rugby. Ça aurait été plus difficile. En tout cas, ça a été une super expérience pour moi et je pense que ça a également permis de me bonifier au niveau du pied gauche, avoir encore plus de sensations avec le pied, qui m'a permis d'être buteur. C'est là que tu développes un petit peu ta frappe de balle qui t'a été utile après, hein, forcément. Oui, tout à fait. Surtout qu'à l'époque, c'était le cas, mais on ne travaillait pas forcément le but chez les jeunes rugbyman avant 13, 14, 15 ans, quoi. Ah non, c'est pour ça que la sensation du ballon, de l'impact de la frappe, même si le ballon est différent, puisque c'est un ballon rond et que nous on a un ballon ovale, il y a la sensation qui est importante et qui est restée présente et qui, je pense, m'a aidé pour le futur ensuite dans ma carrière de buteur. Tu reviens à Brive, du coup, et tu fais ta formation dans ce club du CAB qui cartonne, hein, à ce moment-là. C'est un énorme club et c'est pas évident de faire son trou dans un tel effectif quand on a 19 ans. Et du coup, tu dois prendre une décision importante à ce moment-là. Oui, au retour de notre passage à Nice, j'ai 12 ans, donc je fais le cursus classique, je reviens au rugby jusqu'à faire une dizaine, je crois, de feuilles de match avec l'équipe première. Et puis on me fait comprendre que je ne fais pas partie des plans pour le futur. Voilà, il y a eu d'autres recrues au poste de demi-mêlée. Donc voilà, c'était un choix du club à ce moment-là. C'était Philippe Carbonneau, le 9 de Brive à ce moment-là. Il y avait Philippe, ouais. Sacré joueur aussi. Hein. Il y avait Philippe. Ah oui, ça c'était un modèle pour moi et un exemple. Et ça le reste encore puisque j'ai gardé des liens avec lui. Ça a toujours été un joueur auquel je m'identifiais beaucoup et qui avait toute la panoplie du demi-de-mêlée, voire même plus, puisqu'il était capable d'évoluer à tous les postes derrière. Donc pour en revenir à mon parcours, et bien à ce moment-là, on a fait le choix de descendre de 2 niveaux, puisque j'ai signé au PUC, au Paris Université Club, donc j'avais 20 ans à l'époque, pour prendre de l'expérience dans un championnat senior. Championnat pas évident parce qu'on avait la poule de l'Est, donc à l'époque tu allais à Mâcon, à Saint-Claude, à Oyonnax. En décembre, là, en janvier. À Bourg-en-Bresse, c'était vraiment très solide, très costaud pour un jeune, mais ça m'a permis déjà de faire une saison pleine senior. Pour un jeune, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. En plus, au poste de demi-mêlée, il fallait être le leader de l'équipe et gérer le jeu d'une équipe dans un club atypique qui est le PUC. Où certes on a un club de la capitale, mais il n'a rien d'un club parisien. C'est qu'il y a que des provinciaux dedans, des étudiants, donc c'est hyper familial et t'es puciste à vie quand tu y passes parce qu'il brasse beaucoup de jeunes, de joueurs de province et même de l'étranger, mais en tout cas il y a un état d'esprit qui est présent. Donc je me suis régalé pendant cette année au PUC en Fédéral 1 et j'ai attiré l'œil de Philippe Saint-André à l'époque qui était entraîneur de Gloucester, qui avait dans son effectif 2 demi-mêlées, ils en cherchaient un 3e. Donc c'était une opportunité magnifique pour moi d'y signer parce que à l'époque c'était un des plus gros championnats au monde d'ailleurs. Et un an après ils étaient champions du monde les Anglais, donc c'est pas pour rien. Gros travail qui avait été réalisé. Donc au pire des cas j'apprenais la langue et puis j'allais m'entraîner comme un professionnel parce qu'ils étaient déjà en avance au niveau de la préparation physique et la préparation technique. Pour vous donner un exemple, un demi-mêlée en Angleterre, il fait entre 100 et 200 passes par jour, qu'il ait 80 sélections ou qu'il ait 19 ans qu'il arrive. C'est un travail de routinier qu'on n'aime pas trop en France et qui, moi, m'a permis de me bonifier aussi parce que j'avais quelques facilités techniques, on va dire, mais sans travail, tu passes pas le cut. Et moi, l'Angleterre m'a permis justement de faire ce gros travail de routine, de passe, de technique individuelle, de jeu au pied. Et puis, il y a le karma, la chance qui est arrivée parce que les 2 demi-mêlées se sont blessés en début de saison. Donc, j'ai réussi à faire une bonne dizaine de feuilles de match, de titularisation durant cette année. En plus de ça, il y a eu la finale à la fin remportée, un titre glané et le départ à Biarritz. Quand tu pars, avant d'arriver en Angleterre à jouer en Fédéral 1, tu gardes toujours en tête de devenir professionnel, alors sachant que la professionnalisation du rugby en France, elle est très récente à ce moment-là, où tu avais envisagé un plan B au cas où si ça passait pas. Alors, non,
ça restait dans un coin de ma tête, bien sûr, et c'était un objectif de pouvoir jouer en équipe première et au plus haut niveau. Mais quand tu descends de 2 niveaux, que tu es à Brive, que tu es un jeune, que tu commences à faire quelques feuilles de match et que tu redescends de 2 niveaux en Fédéral 1, il y a une remise en question qui est faite et tu sais pas si tu passes le cut, parce que le risque aussi, c'est de se mettre au niveau des joueurs de Fédéral 1 qui sont là avec peut-être moins d'ambition. Donc il faut maintenir une grosse charge de travail. Puis quand tu te sors de ton cocon familial dans ta ville de province, de chez tes parents, que tu arrives à Paris, au PUC, tu as quand même beaucoup de tentations extra-sportives. Forcément. Donc il fallait aussi maintenir une forme d'exigence, d'entraînement quotidien, et je pense que j'ai pu le faire au mieux que j'ai pu pour pouvoir attirer l'œil d'un club de première chip à l'époque, Gloucester. Alors ton entraîneur au PUC, c'était Vincent Moscato. Oui. Il était comment, Vincent Moscato, entraîneur? Il était pas très drôle, hein, parce qu'il est, on le connaît maintenant avec le cinéma, la radio, ses one-man show, mais il était exigeant, il était... il y a ses tirades et sa manière de parler qui parfois faisait sourire, mais c'était un coach assez exigeant. Oui, si ça allait pas et il déconnait pas, il savait gueuler aussi. Ah oui, et puis il était quand même assez raide, et il était encore affûté en plus à l'époque. Mais ça a été une super expérience avec Vincent, que j'avais déjà connu à Brive, parce qu'il a évolué à Brive 95-96 me semble-t-il, où il est parti un an juste avant le titre de champion d'Europe. Avant le titre de champion d'Europe, exactement. Donc c'était super, on a passé une super année, que de bons souvenirs avec le PUC. Et tu disais en 2001, du coup après un an au PUC, tu es contacté par le club anglais de Gloucester, qui est entraîné à l'époque par Philippe Saint-André. Comment il entend parler de toi? Tu joues en Fédéral 1. Je pense qu'il y a eu la connexion Saint-André-Moscato à l'époque. Laurent Seigne peut-être aussi? Laurent Seigne est entraîneur des avants aussi. Bon, après, c'est un petit mundio, là, hein. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Quand tu sors un peu du lot, forcément, ça parle. Et puis, c'était peut-être l'option facilitée pour eux aussi de recruter un jeune Français qui avait certaines qualités. Et voilà, l'opportunité s'est montrée. Et puis, comme dans beaucoup de parcours rugbystiques, il y a un peu une part de chance aussi, l'opportunité à saisir. Et quand les 2 demi-mêlés se sont blessés devant moi, dont Andy Gomarshall, qui faisait partie d'ailleurs un an après de l'équipe championne du monde anglaise lors de la Coupe du Monde en Australie. Voilà, c'était une belle opportunité et un beau destin. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ton premier match officiel à Gloucester, c'était un certain Gloucester Stade Toulousain en H-Cup. Non. C'était pas ton premier match officiel? Non. Ah, alors je me suis trompé. Si mes souvenirs sont bons, c'était Northampton à domicile. Ça, c'était en championnat. Mais la saison commençait après, me semble-t-il. Alors, je crois que tu avais joué un match de pré-saison contre Rotherham. Oui, parce que j'ai essayé de... T'as bûché, quoi. Ah bah oui. Attends, je suis pas venu les mains vides. Et en tout cas, ce match-là, parce que je sais que tu le joues, contre le Stade Toulousain, victoire sans appel 27-5, tu démarres à la charnière avec un autre Français qui s'appelle Ludovic Mercier. Oui, tout à fait. Et il y avait également un certain Patrice Colazo, titulaire en première ligne, et votre talonneur remplaçant s'appelait Olivier Azam. Donc voilà, finalement, ça parlait plus français à Gloucester cette année-là que dans certains clubs de top 14 quand toi t'as arrêté. Pas forcément, parce qu'il y a une petite communauté, tu les as cités, Ludo Mercier, moi, Z, Olivier Azam, Patrice Colazo, Pierre Caillé aussi, il y avait un jeune 3e ligne. Mais pour s'intégrer dans le groupe, de toute façon, si tu parlais français en anglais, ils te répondaient pas ou ils te répondaient en anglais. Et puis c'était pas le but non plus, même si il y avait des périodes durant la semaine où on passait du temps entre français, mais lorsqu'on était dans l'équipe et dans le groupe, on parlait anglais. Et puis pour s'intégrer et pour apprendre la langue, rien de mieux que de le parler au quotidien. Donc ça a été une super expérience avec cette petite communauté française aussi, parce que ça permet de s'intégrer encore mieux. Et je voulais pas non plus trop rester dans ce confort franco-français et m'intégrer pleinement avec les autres joueurs, les autres coéquipiers anglais, avec qui d'ailleurs j'ai gardé d'excellents contacts. Je sais pas si tu as appris l'accent de Philippe Saint-André quand il parlait en anglais. J'espère pas. Ouais. Donc du coup tu joues là-bas, tu gagnes un titre, belle expérience. Le BO te contacte, comment les contacts se font C'est Marcel Martin et Jojo, Dario Merlou, manager de l'équipe, qui me contactent au mois d'avril ou mai, qui m'invite à Biarritz, je crois que c'était au mois de mai, pour les rencontrer. Et moi je sortais d'une saison en Angleterre où je me régalais, on était encore en la saison, puisque c'était avant les phases finales, et avant les phases finales aussi du Biarritz Olympique, parce qu'eux aussi avaient été champions de France en 2002. Et en fait je sortais d'une année où je me régalais véritablement sportivement. Après, au niveau gastronomique, au niveau climatique,
c'est autre chose. Et quand tu passes 4 mois, 5 mois avec un ciel très bas et une nuit qui commence à tomber à partir de 3h30, 4h et qu'on te contacte à Biarritz où il fait 20-25 degrés, où on te reçoit à la grande plage, c'était compliqué de refuser, sachant qu'en plus, l'équipe du Biarritz Olympique à ce moment-là tournait très bien. Il y avait des grands joueurs, des joueurs qui avaient porté le maillot de l'équipe de France, Jean-Michel Gonzalez, Olivier Roumat, les frères Lièvremont, Serge Betsen. Enfin voilà, il y avait quand même un effectif impressionnant à Biarritz et j'ai pas hésité beaucoup. Toi, tu reviens avec un petit sentiment de revanche par rapport à ton parcours en disant c'est mon second départ en France, cette fois-ci je vais montrer ce dont je suis capable? Non, parce que je veux pas me laisser alimenter par la revanche et la colère. Non, c'était un parcours qui est atypique certes, mais de la fierté il y en avait, ça c'est sûr. Puis de signer dans un club champion de France qui est pas évident aussi parce que ça crée forcément des liens. Et le Biarritz Olympique n'avait pas été champion depuis les années 30, 1935 me semble-t-il le dernier titre. Donc les liens entre ceux de 2002 étaient très forts, donc il a fallu pour moi de m'intégrer aussi dans cette équipe. Mais ça s'est plutôt bien fait puisqu'on a fait l'année d'après une phase finale, l'année d'après également, avant d'aller chercher ce titre 3 ans après, en 2005 contre le Stade français au Stade de France. Et pour toi, ça va très vite. Quand Bernard Laporte t'appelle pour disputer un test match contre le Canada, c'est 3 mois à peine après être arrivé à Biarritz. Tu dois te dire que la roue elle a enfin tourné et pour toi, ça doit être un moment très spécial. Oui, c'est spécial parce que c'est beaucoup de fierté et puis les premières sont toujours impressionnantes. Émotionnellement, fierté familiale aussi parce que mon père avait porté le maillot de l'équipe de France, donc c'était aussi pour moi de me faire un prénom. Puis voilà, c'est un parcours, quand je disais atypique, c'est que j'ai tout connu très vite, très jeune. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un titre, on a réussi à décrocher un titre en Angleterre à 22 ans. Quelques mois après, en 2002, novembre 2002, ma première sélection. 2003, la Coupe du Monde en Australie, où je suis dans le groupe derrière Fabien Galtier qui était le capitaine. 2004, le Grand Chelem. Enfin, tous ces 2005 et 2006, les titres. Le début de carrière a été très glorifiant, je dirais, avec beaucoup de travail, de sacrifice, mais il y a eu beaucoup de succès tôt. Donc, sur un petit nuage, avant qu'il y ait la remise en question et l'échec avec la non-sélection de 2007. Alors ça, on va en parler. En équipe de France... Je vais un peu trop vite. non, mais en équipe de France, tu fais la passation avec Fabien Galtier, tu l'as dit, donc tu es la doublure jusqu'à sa retraite après la Coupe du Monde 2023. Et pourtant, 2003. Ouais, 2003, j'ai dit quoi 2023. Oui, 2023. Ouais, tu dis que ça a été un modèle pour toi et pourtant... On connaît les 9, vous n'êtes pas du genre à vous faire des cadeaux entre vous. En plus, avec deux caractères comme le vôtre, même si tu étais jeune, je ne peux pas imaginer que c'est toujours été le monde des bisounours et que tu n'es pas tenté un petit peu de lui prendre sa place. Non, bien sûr. Alors, un modèle. Philippe Carbonneau était plus un modèle pour moi. Fabien, j'ai toujours respecté le joueur parce que ça a été un joueur remarquable et un leader remarquable. Lorsque je suis sélectionné en 2003, il était le capitaine de l'équipe de France et c'était sa dernière tournée, sa dernière épopée. Donc, il n'y avait pas réellement de concurrence. Je savais que j'allais pas avoir beaucoup de temps de jeu, même si... Tu l'acceptais? Oui, bien sûr. Et puis c'était une joie pour moi d'être dans ce groupe, quoi, à 23 ans. Donc j'ai quand même fait 2 matchs, le match de poule contre les États-Unis, puis la petite finale contre la Nouvelle-Zélande. Donc ça a été une aventure, une expérience pour moi extraordinaire, même si je savais que j'étais second derrière Fabien, quoi. Alors, en 2003, justement, tu joues cette Coupe du Monde, en 2003, hein, pas en 2023, même si je pense que tu dois avoir en 2023, j'y serai pas. Tu dois avoir encore des bons rêves, je pense. Tu joues cette Coupe du Monde tout comme ton grand frère, Grégoire, qui joue lui pour la Géorgie, le pays natal de ton grand-père, tu l'as dit. Quel moment ça a dû être pour la famille Ashvili quand même. Ah ouais, c'était magnifique. C'était magnifique, beaucoup d'émotions. Mes parents sont venus en plus en Australie pour la compétition, donc on s'est retrouvés là-bas, lui sous le maillot de la Géorgie, moi de la France, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Lui aussi s'est régalé, parce qu'en plus il est dans la poule l'Afrique du Sud et l'Angleterre, future championne du monde. Donc ouais, pour la famille, ça a été magnifique, quoi. Ça a été magnifique, parce que l'histoire de la France et de la Géorgie chez nous, comme tu l'as dit, mon grand-père paternel est géorgien, voilà, nous Français, mais on est aussi d'origine arménienne du côté de ma mère, donc parcours et histoire familiale atypique. Ouais. En 2005, tu soulèves ton premier bouclier de Brennus, après une finale épique contre le Stade français, remportée 37-34, en prolongation. Ce jour-là, tu mets 29 des 37 points de ton équipe. C'est ton jour de gloire, enfin ton 3e jour de gloire, parce que bon, les 2 premiers c'était les France-Angleterre de 2004 et Angleterre-France de 2005. Donc ça, on t'en a parlé 100 000 fois, j'imagine, mais ça reste quand même un grand moment pour toi. Oui, ça reste un grand moment parce que c'est pas la même émotion quand tu gagnes un titre avec l'équipe de France et avec le club, parce qu'avec le club, c'est une histoire quotidienne, je dirais. Tu vis tous les jours. L'équipe de France, c'est 5 semaines pendant le tournoi. C'est périodique. Tu sais jamais si tu es sélectionné.
Et le bouclier de Brennus, c'était d'autant plus décuplé pour moi les émotions. C'est que j'ai grandi avec un père qui avait perdu 2 finales. Tu l'as vengé. Il y avait cette frustration. C'était pas une vengeance, mais c'était... quand le coup de sifflet final a été donné, ça a été une délivrance encore plus forte au-delà des sacrifices individuels et collectifs du Biarritz Olympique, de manière familiale, ça a été encore plus fort parce qu'il y avait beaucoup de fierté de pouvoir enfin mettre un bouclier de Brennus sur la cheminée, quoi. Tu as connu le momentum du Biarritz Olympique, pour reprendre une expression d'un de tes prédécesseurs à France Télé. Et durant ces belles années, tu as aussi connu 3 grosses déceptions. Les 2 défaites en finale de Coupe d'Europe en 2006 et 2010. Sont collectives, celle-là, et individuelle avec ta non-sélection pour la Coupe du Monde 2007 en France. Si tu devais les classer, laquelle serait ta numéro 1 ? La pire. La pire déception, la non-sélection en 2007, je dirais. Enfin, si on peut mettre un niveau dans les déceptions. Parce qu'en plus, l'année d'avant, tu joues tous les matchs du Six Nations. Parce que les saisons précédentes, je suis quasiment titulaire au poste de demi de mêlée. Puis voilà, au dernier moment, il fait un choix à prendre JB Lissalde et Pierre Mignoni, plus Fred Michalak qui jouait 10, mais aussi qui pouvait dépanner 9. Donc il a fait un choix. Il m'a expliqué son choix avant la Coupe du Monde, avant d'annoncer la sélection. Donc il y a forcément de la frustration. Après, Pierre Mignoni et Jean Balissade étaient aussi d'excellents demi de mêlée. Ils excellaient dans leur club à ce moment-là. Ils méritaient aussi leur sélection, mais forcément, ça te met un coup d'arrêt qui, finalement, maintenant, avec du recul, m'a fait le plus grand bien parce que ça m'a permis de me remettre en question, d'appuyer un peu là où ça faisait mal, de descendre un petit peu du nuage aussi, puis de retrouver des bases saines avec le club, retrouver de la confiance avec le club, retrouver sa place en équipe de France grâce aux prestations avec le club. Puis un an après, je suis resélectionné en équipe de France avec en ligne de mire la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2011, et je pense qu'on y reviendra dans quelques minutes. Mais le parcours en Nouvelle-Zélande et en 2011 m'a permis de faire le deuil de 2007. Et c'est grâce aussi à 2007 que j'ai pu, en touchant le fond, reprendre mon élan au fond et remonter à la surface, quoi. Et bien 2011, on y revient tout de suite alors, puisque on a parlé de frustration en club, en sélection. Je crois que la finale de la Coupe du Monde 2011 en est également une. Alors je rappelle le contexte, une défaite d'un tout petit point contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Je vais peut-être remuer le couteau dans la plaie, mais... Non, le deuil est fait. La dernière occasion pour la France de passer devant, c'est cette pénalité à 48 mètres en face de poteau. C'est la même que tu réussis 6 ans plus tôt en finale du championnat au Stade de France, celle qui donne le Brennus au BO. C'est exactement la même. Est-ce qu'à un moment donné, sur le terrain, il a été question que tu puisses la prendre, et pourquoi, dans ce match, tu n'es pas désigné buteur numéro 1 C'est assez simple. C'est que, lors du quart de finale face à l'Angleterre, où je suis titulaire et que je suis buteur, en cours de deuxième mi-temps, je me déchire le droit antérieur, le quadriceps. J'ai une déchirure quasi totale. Donc je peux plus taper dans le ballon, en fait, je peux plus faire de frappe. Donc je me suis déjà soigné au maximum pour pouvoir faire la demi-finale et la finale. Par contre, sur des frappes au sol, je pouvais pas le faire parce que ça me faisait trop mal. Donc je pouvais pas buter. Mais j'imagine, tu dois jouer avec la douleur, peut-être des infiltrations. Oui. Quand tu joues une finale de Coupe du Monde, arrive un moment, et vu dans l'état dans lequel on était, il n'y avait plus trop de douleur. Par contre, si, la plus grosse douleur, c'était sur les frappes au sol. Je ne pouvais pas frapper au sol. Mais dans le jeu courant, oui, mais pas sur les frappes au sol. T'en tapes une en plus, pénalité, je crois. J'en tape une parce qu'il n'y a plus personne. Alors elle passe pas très loin. C'était soit mais toi, je la frappe pas, quoi. Je la frappe pas. Ouais, tu sens que... Je la frappe pas, non. Je suis en appréhension, je la frappe pas. C'est pour ça que dès le quart de finale, enfin la fin du quart de finale, je suis plus buteur. C'est Morgan qui bute Para en demi-finale, et qui devait buter en finale, mais malheureusement il se fait sortir sur un contact avec Richie McCaw, il a l'œil fermé, donc il peut plus jouer. Et donc moi je peux pas buter, mais il restait François Trinduc et Damien Traille éventuellement sur les coups de pied longs. Sur ce match, tu étais aux premières loges pour voir les Rucks. Tu lui en as dit des choses à Craig Joubert dans ce dernier quart d'heure jusqu'à ce que tu sortes? Oui, bien sûr, on lui en a dit parce que... T'es neuf en plus, je veux dire, tu vois tout. C'est pas dans le dernier quart d'heure que ça s'est joué, parce qu'on a été très très agressif déjà le premier quart d'heure. Il y a eu des décisions qui n'ont pas été prises, et d'entrée, je vois que Joubert fuit du regard. Joubert n'est pas réellement lui-même, et je sens que ça va être très compliqué de l'emporter parce qu'il ne nous fera pas de cadeau, quoi. Et puis on peut voir... pour l'avoir revu il y a quelques années, parce que j'ai mis beaucoup de temps à revoir la finale, je me suis rendu compte qu'il y avait que 2-3 décisions. Alors j'enlève rien à la performance de la Nouvelle-Zélande, mais il y a 2-3 décisions qui ont été vraiment poussives, notamment sur une mêlée fermée, sur 2-3 rucks où ils sont absolument hors jeu, il n'y a absolument rien à dire et ils ne sifflent pas. Mais c'est le jeu, c'est comme ça.
La Nouvelle-Zélande méritait ce titre de champion du monde aussi, tellement ils étaient dominateurs et innovateurs dans leur jeu, que ce soit en 2011, mais sur les années précédentes aussi. Il y a eu une grosse remise en question après la défaite en 2007 face à la France à Cardiff. Ils ont dominé le monde du rugby, tout simplement jusqu'à 2011, puis ensuite confirmé en 2015. Donc il y a eu de la déception, mais le deuil a été rapidement fait parce qu'on vraiment on a joué une grande équipe de Nouvelle-Zélande, et surtout ce qui est difficile à mesurer de l'extérieur, mais quand tu joues la Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde à l'Eden Park contre les Blacks, c'est un rêve d'enfant. Littéralement, c'était un rêve d'enfant pour moi et puis pour beaucoup de mes coéquipiers ce jour-là. Un peu comme un footballeur qui rêve de jouer une finale de Coupe du Monde au Maracana contre le Brésil, nous c'est les All Blacks à l'Eden Park, donc ça a été... faut se couper de ses émotions là, dans ce cas, j'imagine. T'es obligé de te couper de tes émotions, surtout que voilà, on se souvient du haka, on est allé les défier aussi, on voulait pas le subir ce haka, donc on s'est mis un coup de pression parce qu'après avoir fait ça, il fallait pas prendre 40 points, donc il fallait assumer, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Donc ça reste un souvenir magnifique. Ça reste un super souvenir. Les 2 dernières années de ta carrière sont difficiles nerveusement à supporter, toi qui étais à l'intérieur. Comment as-tu expliqué la rentrée dans le rang progressive, tu l'as connu, puis la dégringolade du BO jusqu'à cette terrible descente en 2014? Ça a été difficile parce que quand tu connais le plus haut les années précédentes et que tu finis sur 2 saisons très compliquées, voire 3-4 saisons compliquées, mais on n'a pas réussi à lutter ensuite par rapport... aux effectifs des autres équipes, parce qu'on avait aussi un manque d'effectifs à ce niveau-là, puis on n'était plus trop peut-être au niveau nous non plus, donc c'est difficile à avaler, c'est difficile à digérer, mais il fallait peut-être en passer par là pour le club pour se remettre en question. En tout cas, ça a été une année délicate, mais je ne retiens pas ça de mes 12 années au BO, même si ça a été évidemment difficile à accepter. La dernière année, elle est forcément épouvantable au point de vue des résultats. On sait très vite que le BO va descendre en Pro D2. Et en avril, tu annonces la fin de ta carrière à l'issue de la saison, alors qu'il te reste 1 an de contrat. Est-ce qu'on t'a reproché au club ou du côté des supporters d'avoir pris cette décision l'année de la descente du club et d'être parti là-dessus? En tête à tête, personne ne me l'a reproché. Dans le dos, c'est plus facile d'en parler, donc très certainement. En tout cas, c'est une décision que j'ai prise de mon plein gré, je dirais. J'étais lassé mentalement, lassé physiquement aussi, puisque j'avais un genou qui devenait de plus en plus douloureux avec une lésion du cartilage, donc je ne pouvais plus assumer une charge de travail et je ne me revoyais pas repartir une année en m'entraînant que le jeudi et le vendredi, puis faire les matchs le week-end. C'est pas dans ma mentalité, donc j'ai préféré arrêter. Choix que je n'ai d'ailleurs jamais regretté depuis que j'ai pris cette décision, donc je pense que c'était la bonne décision, même si oui, c'était dans une année où on descendait, mais où le club prenait un autre virage aussi et où d'autres joueurs de ma génération ne faisaient plus partie du projet, ne faisaient plus partie de l'avenir, puisqu'on nous l'a clairement dit, donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport à cela, quoi. Tu l'as dit, tu as eu des sollicitations jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un club qui aurait pu te faire hésiter, te faire réfléchir un peu à continuer? Tu n'avais que 33 ans à l'époque. Alors j'ai pensé à Brive pour boucler la boucle, mais est-ce qu'il y avait un club qui aurait pu... J'ai eu d'autres sollicitations à ce moment-là, bien sûr. Toulon notamment, Lyon, Stade Toulousain aussi, il y a eu des contacts. Ça n'a pas pu aboutir, mais c'était pas tant le projet extérieur, c'était mon projet à moi et mes envies à moi, et je ne me voyais pas repartir... me lancer dans une autre aventure, dans un autre club à 33 ans. Puis c'était l'âge du Christ, donc j'ai dit c'est le bon âge pour arrêter. Et comme je te dis, je ne regrette pas mon choix. Donc par politesse et par respect, j'ai écouté, entendu les sollicitations, même s'il y en avait certaines qui étaient très intéressantes sportivement et matériellement. Mais c'est pas ça qui me motivait à l'époque, c'était prendre du plaisir sur le terrain, et j'en prenais plus. Plus surtout à m'entraîner. Quand tu as pris ta retraite, ça faisait déjà 4 ans que tu avais démarré une autre carrière, celle d'entrepreneur. Tu as acquis un camping à Biarritz. Comment cette opportunité elle est venue à toi et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? L'envie déjà, c'est que quand tu as 27 ans, 28 ans, 29 ans, tu commences à faire le compte à rebours. Déjà. Parce qu'il en reste moins joué que tu en as fait derrière. Donc tu te prépares à l'après-carrière, à ta reconversion professionnelle. Le secteur numéro 1 ici au Pays Basque, c'est le tourisme. La restauration moins, parce que je ne me voyais pas faire ce métier. Mais il y a eu cette opportunité-là et voilà, je me suis associé... dans cette aventure que je ne regrette absolument pas, puisque c'est une aventure magnifique, c'est un super investissement et c'est très épanouissant. Donc c'est une de mes activités d'ailleurs de ma reconversion, mais ça m'a permis déjà pendant ma carrière, puisque c'était il y a une dizaine d'années maintenant,
déjà de penser un peu à autre chose, de m'ouvrir un petit peu au monde professionnel et d'être un peu plus tranquille, je dirais, de ne pas me poser de questions lorsque la trentaine arrive, de savoir qu'est-ce que je vais faire après. Il y avait déjà cet investissement-là, indépendamment de mon métier de consultant aussi, parce qu'à l'époque, je ne pensais absolument pas être consultant rugby. J'étais plutôt d'ailleurs taiseux avec les journalistes pendant ma carrière. Ah, comme Jérôme Thion. Lui aussi s'était juré de jamais devenir consultant. Et puis, moi, je ne m'étais pas juré, mais c'était pas du tout dans mes perspectives. Ouais. Et puis finalement, oui, lorsque j'ai annoncé l'arrêt de ma carrière, il y a beIN Sport qui m'a contacté pour commenter les matchs de Coupe d'Europe et les tests de novembre. Je l'ai fait pendant 5 ans. Je me suis absolument régalé avec l'équipe de beIN Sport, aux côtés de Rodolphe Pires aussi, qui m'a appris le métier, avec qui je garde d'excellents contacts. Et avant de vivre l'aventure au Japon avec TF1 et d'être recruté par France Télévisions après le départ de Fabien Galtier en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Donc c'est un parcours aussi atypique, mais qui me permet encore de m'épanouir professionnellement et surtout d'être très fier et honoré de pouvoir être commentateur de l'équipe de France quand tu connais les prédécesseurs. Alors ça, je vais y revenir juste après, mais tu vois, on parlait de ce projet-là de camping. Il y en a qui se lancent dans des projets plus modestes, des bars, des petits restos. Toi, tu as été directement sur du très gros projet, avec de gros investissements, grosses responsabilités. C'était un sacré risque aussi. Ouais, oui et non, parce que je suis bien entouré aussi avec mes associés. Donc, j'ai dit que c'était ta belle famille. Voilà, tout à fait. Donc, risqué, oui et non. Tu prends toujours un risque quand tu investis, quand tu crées un nouveau projet. Mais le tourisme fonctionne ici à Biarritz. C'est une région qui plaît beaucoup aux Français, mais aussi aux étrangers, puisqu'on est également un spot de surf. Donc il y a beaucoup de passages. Et puis c'est épanouissant de pouvoir rencontrer des mondes d'horizons différents. Dans un environnement de plein air. Moi-même, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'ai fait du camping, donc ça fait du bien de retourner un peu à la terre, quoi. Ça me correspond, j'ai l'impression. Est-ce que tu as déjà proposé au BO ou même à d'autres bons clubs du coin de les accueillir pour des stages de cohésion, de pré-saison, je sais pas Non, parce qu'ils cherchent un peu plus une activité différente, je dirais. Ça ne s'est pas proposé. Des équipes amateurs viennent pas mal. Là récemment, par exemple, il y avait les championnats du monde de pelote basque. On a reçu beaucoup de délégations étrangères. Donc c'est aussi intéressant de rencontrer des sportifs d'autres horizons, un peu de partout. Donc voilà, tu rencontres plein de monde. C'est super intéressant. L'arrivée du Covid a remis beaucoup de choses en question, a mis beaucoup d'activités en difficulté. Forcément, les confinements, la fermeture des frontières, ça a dû être un passage particulièrement difficile pour ton activité qui repose aussi pas mal sur la clientèle étrangère. Oui, c'est sûr, même si ça a été, on a subi une petite baisse du chiffre d'affaires, forcément, parce qu'on a dû fermer pendant quelques semaines. Mais les Français, sachant qu'ils ne pouvaient pas partir à l'étranger, sont quand même venus ici au Pays Basque. Donc on a quand même travaillé ici, on a quand même bossé, même s'il y a eu une baisse. On a aussi été pas mal aidé par l'État. Mais on n'a pas cessé l'activité, quoi. Ça a bossé. L'été dernier, il y a plusieurs campings, dont le célèbre camping Les Flots Bleus, qui ont été ravagés par les flammes dues aux feux de forêt. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué personnellement ou qui a peut-être pu réveiller des peurs, même s'il n'y a pas forcément de forêt autour de ton camping Bien sûr. C'est terrorisant de voir ça. C'était un choc émotionnel pour nous tous. On en avait même les odeurs qui arrivaient, puisque le nuage de fumée se propageait un peu partout en France, et notamment ici. Puis un camping, c'est une activité professionnelle, certes, mais c'est aussi une histoire. Dans un camping, il y a une création, il y a une histoire qui dure pour certains depuis des décennies, et c'est très triste de voir tout ça réduit à des cendres, tout simplement. Donc on est attristé, tout le monde de résidence de plein air était attristé de voir ces campings partir en fumée, parce que c'est une histoire aussi d'un lieu qui part en fumée, donc c'est traumatisant. Ouais. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Dimitriashvili, le chef d'entreprise, il serait plutôt Patrick Sébastien, plutôt Marcel Martin ou plutôt Serge Blanco, 3 des présidents que tu as connus à Brive au BO? Aucun des 3, je pense. Peut-être plus Marcel Martin, même si le camping est une de mes activités, donc je ne peux pas dire que je sois pleinement chef d'entreprise à 100%, parce que j'ai aussi d'autres activités dans le métier de consultant. Donc je suis assez ouvert, moi, avec les salariés, avec mon directeur. Il y a beaucoup de communication, et puis j'essaie de maintenir un peu ce qui se faisait pendant ma carrière rugbystique, le contact avec les coéquipiers, que ça reste de la proximité, tout en respectant une forme de hiérarchie, mais tout en étant ouvert sur beaucoup de conversations et de dédramatiser, je dirais, l'organigramme et le côté professionnel, quoi. Ça reste de toute façon, en plus, un camping, les gens viennent en vacances, donc les gens sont
Voilà, ils veulent des sourires, ils veulent être heureux, ils sont dehors en plus, donc c'est une activité qui ressemble un peu finalement à une carrière de rugby, quoi. Tu connais ce bruit, c'est la sirène, tu sais ce que ça signifie. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, donc pas d'en avant, et interdiction de botter en douche. Tu es quelqu'un de bonne composition, on l'a vu notamment dans une vidéo en 2013 où tu as un sang-froid incroyable pour résister aux provocations d'un certain Gonzague qui t'embête, notamment avec un python, et qui est assez odieux avec toi. Par contre, il y a une chose qui te fait voir rouge, c'est quand on touche à ta famille et ton patrimoine, le BO en fait partie, et quand on te dit que potentiellement on va déménager le club à l'autre bout de la France, à Lille, là ça te fait voir rouge et tu agis. Rouge et blanc, oui. Rouge et blanc. Ouais, j'étais pas le seul. Hein. J'étais pas le seul parce que c'est traumatisant de se dire que 110 ans d'histoire peut être délocalisé. C'est même impensable, quoi. Donc oui, ça a été une période un peu traumatisante, délicate, mais finalement le club est bien Biarritz. C'est quand la dernière fois que tu as été à Aguilera ? Bonne question. Voir un match de rugby, parce qu'à Aguilera, j'y suis quasiment tous les jours à l'association, puisqu'on fait partie du bureau de l'association. Voir un match du BO. Voir un match, ça fait 1 an ou 2, je pense. Ça fait 1 an ou 2, ouais. C'est un peu chaud entre vous et le président Aldiger. C'est pas ce que tu as connu quand toi tu étais. Non, du tout. Même l'impression de voir un autre club, tellement c'est triste. Oui, à ce point-là. Outre ton activité de patron de camping, tu es aussi consultant télé, tu l'as dit, depuis plusieurs années. Tu as d'abord été à beIN et tu es aujourd'hui à France Télé. Alors déjà, petite parenthèse, sans langue de bois, c'est qui le plus drôle, Mathieu Lartaud ou Rodolphe Pires ? Oui, il y a game. Hein. Ah oui, il y a match. Il y a game. Il y a match. Non, les deux sont très drôles. C'est vrai. On essaie de garder une forme de sérieux, bien sûr. Oui, t'es bien tombé quand même. Parce qu'il y a de la pression aussi sur certains matchs. Tu peux sortir des blagues à certains moments, mais quand il y a beaucoup de pression, du suspense, etc., il faut savoir se mesurer. Mais il y a match entre les deux. En tout cas, je rigole beaucoup. Je rigolais beaucoup avec Rodolphe et on se marre bien avec Mathieu aussi. Parmi tous les consultants rugby actuels, on retrouve notamment Thierry Dussautoir, Jérôme Thion, Thomas Lièvremont sur Canal+, Imanol, Harry Nordoki qui a un podcast sur Eurosport et toi donc à France Télé. Vos points communs, vous avez tous joué au BO et vous êtes tous devenus entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une école secrète du côté d'Aguilera ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le secret, c'est peut-être la passion. On peut rajouter aussi Serge Batsen qui est consultant aussi en Angleterre. Non, la passion, voilà, on aime partager notre expérience via les commentaires. Ils le font tous d'ailleurs très bien dans leur domaine. Thomas Lièvremont, que j'écoute très souvent, avec la Pro D2. Jérôme Thion sur les plateaux, comme tu l'as signalé, Imanol. Enfin, c'est passionnel pour nous, donc on prend plaisir à échanger, on prend plaisir à partager, à apporter notre expérience et notre passion pour ce sport, tout simplement, quoi. Il n'y a pas de secret. Tu as des racines géorgiennes, ton frère a aussi joué pour la Géorgie. Dernièrement, la Géorgie a battu le Pays de Galles, ils ont des beaux résultats. Est-ce que tu fais partie de ceux qui militent pour les voir un jour dans le 6 Nations ? Et est-ce que ça serait un rêve pour toi de commenter un match de la Géorgie ? Je ne vais pas te dire non, parce que ce serait une fierté, bien sûr. Mais après, ce ne sont pas que des raisons sportives. Il y a aussi l'aspect financier. Alors même si on sent un petit regain là, de l'équipe d'Italie, mais la question à un moment donné s'est posée. En effet, en tout cas, ils n'ont rien à envier à cette équipe italienne sportivement, je parle. Maintenant, il y a d'autres. Ça se passe dans d'autres strates et on n'est pas au courant de tout, mais en tout cas sportivement, parce qu'ils montrent depuis des années, puis la venue aussi de nombreux joueurs dans le championnat français et étranger, ça a permis de les bonifier aussi, ça a permis à ce qu'ils travaillent encore plus précisément, et à ce qu'ils rentrent dans les critères du niveau européen et international. La toute dernière question, on se projette dans quelques mois, la Coupe du Monde. Toi, après avoir perdu une finale de Coupe du Monde d'un rien en tant que joueur, tu pourrais être le premier à commenter une victoire du 15 de France en finale de Coupe du Monde sur le sol français. Alors ça ne te rendra pas la Coupe du Monde de 2011, mais ça reste excitant comme perspective. Ah ben vous avez des infos que j'ai pas, parce que pour l'instant, je ne sais pas qui commentera la Coupe du Monde. Ah bon? Ça, tu l'as pas bossé. Non, mais ça reste un mystère. Non, la Coupe du Monde n'est pas sur France Télévisions pour l'instant, donc il n'y a pas de... En tout cas, je prendrai plaisir à la vivre, à la regarder, et je serai à fond derrière cette équipe de France qui nous montre de très belles choses depuis la Coupe du Monde au Japon, ça monte en puissance, et on sent aussi que l'engouement en France, ça monte en puissance sur cette Coupe du Monde. Là, ça y est, la Coupe du Monde de football est passée, donc maintenant la prochaine étape c'est 2023, et j'espère de tout mon cœur qu'on décrochera enfin ce trophée à la maison. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Dimitri, merci d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis, ça a été un grand moment aussi d'échanger avec toi. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très vite, salut.